Quand une famille est confrontée à, je dirais, la difficulté d'une personne qui doit être protégée, que ce soit un jeune ou un aîné, il faut en toute hypothèse toujours d'abord en discuter avec un professionnel. Professionnel, ça ne veut pas dire obligatoirement un avocat. Ça peut être un notaire, ça peut être une association, une fondation, n'importe quoi. Quelqu'un qui a déjà été confronté au même problème. Il faut faire appel aux gens qui sont capables. Après, ceux-là vont pouvoir à ce moment-là vous aiguiller en disant « non, écoutez, je ne pense pas que ce soit encore le moment de » ou « là, oui, c'est le moment ». Ou par exemple, vous avez votre enfant qui grandit, qui devient maintenant âgé, etc. et vous-même, vous vieillissez, vous vous rendez compte qu'à terme, il va falloir passer le relais, eh bien, on va vous expliquer comment on peut passer le relais. On va vous expliquer que vous pouvez éventuellement choisir la personne qui va reprendre le relais. Et ça peut être vos autres enfants, mais vous pouvez aussi vous dire « j'ai pas envie que ce soit les autres enfants parce que je vais leur imposer une charge, donc je voudrais que ce soit un tiers extérieur, mais peut-être que les autres enfants soient personne de confiance. Comme ça, on surveille ce tiers extérieur. » Donc, il y a plein de possibilités, mais pour ça, il faut en parler. Si vous avez mis à l'occasion d'un rendez-vous chez le notaire, que le notaire vous a conseillé de choisir un mandat extrajudiciaire, vous avez la possibilité, dans un mandat extrajudiciaire, de désigner déjà une personne qui pourrait être votre administrateur s'il devait arriver quelque chose. Lorsque vous avez un administrateur qui est désigné par la suite, bien souvent c'est le juge de paix qui va, dans tous les avocats avec lesquels il a l'habitude de travailler, pouvoir désigner telle ou telle personne, mais évidemment que les familles peuvent aussi suggérer de recourir à telle personne plutôt que telle autre. C'est vrai que ce n'est pas fréquent, mais ça arrive que des personnes se rendent compte que leur situation se dégrade et veulent prévoir les choses à l'avance. Alors soit ça se fait en famille si elle est entourée de personnes, soit elle doit parfois faire la démarche seule ou avec l'assistance sociale de la maison de repos ou du CPS s'il y a un suivi à domicile. Évidemment, si cette personne a une personne de confiance ou un proche qui n'est pas de sa famille mais en qui elle a toute confiance, elle peut toujours suggérer cette personne, voire rencontrer un avocat au préalable pour poser toutes ces questions déjà par rapport au régime de protection et éventuellement suggérer le nom de cet avocat. Il y a toujours une demande qui est formulée à la base suite à un constat. Alors ça peut être la famille proprement dit qui voit quelqu'un se dégrader ou physiquement ou cognitivement, ou alors c'est le corps médical ou d'autres intervenants sociaux. Et selon le degré d'incapacité, soit la mesure paraît indispensable, soit elle est en tout cas à envisager, mais de manière panachée. C'est ce que le juge de paix peut faire maintenant depuis 2014, c'est d'estimer que pour certaines actions, la personne a besoin d'être représentée par quelqu'un ou assistée. Donc elle prend la décision, mais avec quelqu'un. Une ordonnance de désignation d'un administrateur, elle a deux parties. La première partie concerne les capacités de la personne à protéger. Donc la règle, c'est elle est capable. Donc le juge doit décider des choses dont elle n'est plus capable. Et ça, c'est particulièrement dur à lire pour une personne qu'elle est déclarée incapable d'aliéner ses biens, incapable de gérer ses revenus, incapable de faire un contrat. La deuxième partie, c'est la désignation de l'administrateur et les capacités ou les incapacités pour lesquelles il peut représenter la personne protégée. Oui.
Ce ne sont pas toutes les incapacités. Il y a des incapacités où la représentation n'est pas possible légalement. Par exemple, le mariage. Si on considère par exemple qu'une personne, à cause de son handicap, est affectivement très fragile, qu'elle peut faire l'objet facilement d'un abus, on pourrait mettre incapable de se marier, oui, mais bien sûr que l'administrateur ne peut pas se marier à sa place. Par contre, l'incapacité de mariage peut être levée. Pour les audiences de nomination d'un administrateur, sont convoquées les personnes qui sont renseignées dans la requête. Donc il y a quelqu'un qui doit me demander de désigner un administrateur à une personne quelconque. La partie requérante, donc celui qui fait la demande, doit compléter, il est obligé de mentionner les personnes qui cohabitent avec la personne à protéger et il peut mentionner toute autre personne qui aurait des choses intéressantes à dire. J'adore voir un maximum de personnes possibles à la première audience. Ça me permet d'avoir un maximum de renseignements, de sentir aussi s'il y a des conflits ou bien justement si tout le monde s'entend super bien ou des choses pareilles et dégager des solutions concrètes. Elle se passe soit ici, dans un petit local, pas dans cette grande salle d'audience en règle générale, soit je vais sur place chez la personne à protéger si celle-ci ne sait pas se déplacer. Les administrateurs ne sont pas conviés à l'audience de nomination. Généralement, les audiences se passent, on le sait, on a le retour de nos protégés assez rapidement, puisque le juge de paix va essentiellement transiger sur base du certificat médical. Si le certificat est très clair, attestant que la personne n'est pas apte, et en discutant quelques minutes avec la personne et la famille constate qu'effectivement elle ne sait plus gérer, le juge de paix nommera l'administrateur. Et là, c'est à l'audience même où le juge de paix va déjà réfléchir lui-même, en connaissant ses administrateurs, sa liste de qui il va plus sentir pour telle personne. Il y a pas mal de juges de paix qui essayent d'être toujours humains. Avant d'arriver chez le juge de paix, il faut être muni d'un certificat médical. Quand les médecins, le docteur a décidé de prêter son concours pour rédiger un certificat, ce certificat doit correspondre à certains critères. Le certificat doit donc décrire la situation de santé de la personne. Est-ce que c'est une personne qui perd la mémoire, qui a d'autres pathologies psychologiques? C'est ce genre de détails-là qui permettent au juge de dire si il peut commencer la procédure. Parce que donc, le certificat médical est un prérequis. Sans certificat médical, la procédure ne peut pas être entamée. Est-ce qu'il est possible de se préparer pour une audience chez le juge de paix en vue d'un placement? Oui, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire et quelque chose qui est important de faire, selon moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut éviter de diaboliser cette audience. Il faut savoir que le juge de paix est un être comme n'importe qui, à qui on peut parler de tout, sans artifice, sans essayer de soulever une capacité ou une incapacité que l'on a ou que l'on n'aurait pas. Il vaut mieux dire la vérité, tout simplement, parce que comme ça, le juge de paix peut se baser sur ces éléments-là. Son rôle est aussi de réévaluer à certains moments si la situation de la personne nécessite une adaptation de la mesure, donc soit augmenter le nombre d'incapacités sur base d'une liste que prévoit l'arrêté royal, ou justement revenir à certaines capacités parce qu'il y a une évolution cognitive après un AVC, une amélioration, etc. Et donc ça permet d'avoir vraiment un régime adapté à la personne. Quand je dis qu'avec le juge, tout est à négocier, ça veut dire que la personne à protéger, oui, ou protégée, a un accès
je ne dirais pas permanent et en continuité, mais a accès au juge quand elle a des demandes à faire, quand elle estime qu'il y a une amélioration importante de son état de santé, elle demande la levée des incapacités, de certaines incapacités. Et très souvent, on passe par un stade intermédiaire, oui, où l'administrateur permet de gérer un budget mensuel, mais paye encore le loyer. Oui, comme ça, on est sûr que celui-là est payé et qu'il n'y a pas... si tout se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, la personne verra aussi qu'en fait, elle pense aller beaucoup mieux, et probablement que c'est vrai, mais pas nécessairement dans la gestion de ses biens, ou qu'elle a encore un trajet à faire. Et on voit alors avec l'administrateur quelle phase intermédiaire on fait. Est-ce qu'on passe à 15 jours ou est-ce qu'on retourne à l'hebdomadaire Un administrateur a 2 démarches obligatoires par rapport au juge de paix, à savoir que lorsqu'il est désigné, il a un premier rapport à disposer dans les 6 semaines de sa désignation et il a une autre obligation qui est une fois l'an de déposer un rapport, tant pour les biens que pour la personne. Donc ça revient au même, ce sont 2 rapports différents, mais vous avez la même obligation pour les deux volets. Cette obligation, c'est de l'envoyer non seulement au juge de paix, mais également à la personne protégée et personne de confiance s'il y a. D'autres obligations que nous avons en tant qu'administrateur, c'est que nous n'avons pas accès par exemple au compte épargne de la personne. Donc si on a besoin de toucher à ce compte épargne pour faire un achat important, il faut déposer des requêtes en fait, au juge de paix pour avoir des autorisations. Il y a une série d'obligations qui sont prévues, et donc de devoirs de l'administrateur qui sont prévus clairement dans la loi. Le rôle d'administrateur de biens, donc, c'est donc veiller à la protection des biens de la personne que l'on protège. Donc ça, c'est vraiment l'intendance de tout l'administratif de la personne, veiller à ce que ce soit fait à temps, à heure, vérifier les comptes, etc. Et puis aussi accéder aux demandes de la personne, donc, et vérifier à ce que la personne ait une certaine autonomie dans sa vie. Que fait exactement l'administrateur de biens? Mais pas mal de choses parce qu'il reprend un peu justement la gestion quotidienne de la personne au niveau financier, en tout cas s'il est administrateur de biens. Et donc on va passer par simplement déjà vérifier les contrats en cours, s'il n'y a pas des arriérés, régler des dettes, payer les factures qui tombent à échoir, s'assurer qu'il bénéficie bien des revenus auxquels il a droit. Ça peut être des formalités très administratives comme renouveler des demandes de logements sociaux, installer un abonnement à des systèmes de télécommunications, faire un état des lieux d'entrée, de sortie, conclure des contrats pour la personne de bail par exemple. Donc c'est vraiment très, très varié comme actions en tout cas qui peuvent être posées dans ce cadre-là. Qu'est-ce que ça coûte? Il faut déjà savoir que, contrairement à ce qu'on peut penser, oui, c'est sans doute un rôle social, mais quand vous faites appel à un professionnel, c'est du travail. S'il engage une téléphoniste, une secrétaire ou autre, ça a un coût. Donc inévitablement, ça doit se répercuter. Donc dire on fait tout du gratuit, c'est un leurre. Et ça, il faut que les familles en soient bien conscientes qu'effectivement, oui, c'est un coût. Alors est-ce que c'est cher? La première année, généralement, c'est cher avec certitude. Ça, c'est inévitable. Pourquoi? Pas tellement par rapport au coût de gestion ordinaire, parce que le coût de gestion ordinaire, il est facile comme tout de l'évaluer. C'est 3% des revenus. À côté de ces 3%, il y a les frais et les prestations exceptionnelles. Les frais, ce sont les lettres, les emails, les autres devoirs, photocopies, etc. Et c'est pour ça que la première année, ça peut être plus cher. Pourquoi? Tout simplement parce que la première année, vous avez une lettre à toutes les banques, une lettre à la mutuelle, etc. Mais généralement, ces organismes ou ces institutions, après une, deux, ma secrétaire vous dira parfois 3 ou 4 lettres, ils comprennent qu'effectivement, voilà, c'est avec nous qu'ils doivent discuter. Les juges de paix, contrairement à ce qu'on pense, sont assez, disons-le comme ça, sont assez radins. Donc en réalité, souvent, ils n'hésitent pas à dire « tiens, mais pourquoi il y a autant de lettres cette année? Pourquoi est-ce qu'il y a ci? Pourquoi il y a ça ?» etc. Donc ils sont quand même relativement attentifs. Et puis à côté de ça, il y a un troisième volet.
Le troisième volet, ce sont les prestations exceptionnelles. Les prestations exceptionnelles, c'est tous des devoirs qui sortent de la gestion ordinaire. Ça peut être un conflit avec un locataire, ça peut être une succession, ça peut être d'autres procédures juridiques, etc., où l'administrateur, qui est avocat, va pouvoir utiliser sa compétence et on va parfois pouvoir éviter d'avoir un avocat. À côté d'un administrateur peuvent toujours être nommés une personne de confiance, que ce soit bien personne, vous pouvez avoir une personne de confiance à côté de vous. La personne de confiance, elle est choisie par la personne protégée. Ce qu'il ne faut pas oublier, certaines familles l'oublient parfois, veulent elles se mettre personne de confiance, mais la personne protégée n'est pas nécessairement d'accord. Elle peut faire un choix en cascade, c'est-à-dire qu'elle peut dire « je veux que ce soit telle personne » et si cette personne n'accepte pas ou ne serait plus apte à faire cette mission, je souhaite que ce soit telle autre personne. Mais ça doit rester son choix personnel et ça doit rester quelqu'un qui soutient la personne protégée. Ça ne peut pas être donc quelqu'un avec qui il va se trouver en conflit. Tout administrateur professionnel qu'on est, on préfère avoir une personne de confiance avec nous que de ne pas en avoir. Parce que cette personne de confiance, quelque part, nous facilite le travail aussi. Elle fait le relais entre nous et la personne protégée. C'est certainement une personne qui connaît historiquement ou qui a un lien proche avec la personne handicapée, qui n'est pas contraint quelque part ni par... il n'est pas une sorte de bien, il n'est pas une sorte de la personne, donc il est en soi totalement libre, et c'est lui qui est, je pense, la personne la plus équilibrée pour donner un avis utile et suggérer ou faire évoluer une décision dans un sens, dans un autre. Par exemple, l'administration de biens, on peut aussi passer par son CPS qui fait de la gestion budgétaire. Donc il y a des solutions avant. Tout un travail éducatif est possible sur le côté pour pouvoir justement éviter ce genre de choses. Par exemple, dans ce qui est budget, on peut effectivement, avec la personne, établir son budget, payer ses factures, enfin payer ses factures, non, l'aider à payer ses factures, lui apprendre à les payer, voir un petit peu, voilà, j'ai envie de... Mes assurances, est-ce que c'est bien pertinent? Ok, on va se renseigner, on va faire les choses ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, nous, on n'a pas la possibilité de mettre des limites. Donc, la personne, au final, dépense ce qu'elle veut. Mais nous, on peut lui donner des conseils par rapport à ça. Il y a d'autres moyens, mais ces autres moyens ont chacun aussi un peu leurs défauts. Alors, si le couple est marié, ça peut être effectivement la possibilité de dire tout simplement à son conjoint « tu poses tel ou tel acte », mais il y a des limitations. Ça peut être le mandat extrajudiciaire, ça veut dire que sans l'intervention d'un juge, on va choisir soi-même la personne qui va gérer pour le moment où on deviendra incapable. Alors c'est bien, mais il faut le faire intelligemment et adéquatement parce que, comme on n'a pas le contrôle d'un juge, on va confier énormément de pouvoir à un tiers, qu'il soit au sein de la famille ou extérieur. Alors, il faut penser à une personne de confiance, il faut penser à quelqu'un qui puisse donc surveiller que ça se passe bien. Alors, il est aussi possible de faire semblant de rien et de donner la carte à un des enfants qui va commencer à gérer ou encore même de lui donner une procuration sur les comptes et autres. Mais là, je dirais vraiment, faisons attention. Donc, si on veut un autre système, choisissons un système qui soit quand même un peu cadré et donc au moins l'administration extrajudiciaire avec une personne de confiance et une reddition de comptes, au minimum ça, et sinon l'administration judiciaire. Est-ce que l'absence de contrôle est un bémol? Tout dépend des mécanismes qui sont mis en place dans le mandat qui est signé avec les parties. Effectivement, on peut se dire que donner un blanc-seing à un seul de ses enfants en se disant « mais finalement, le jour où je n'arrive plus à gérer mes affaires correctement, un seul de mes enfants va pouvoir gérer », c'est peut-être donner tous les pouvoirs à un seul enfant. Et donc, on peut discuter au moment où on rédige ce document, qui est un document que l'on rédige avec un notaire, des différentes mesures, des différentes balises que l'on peut poser. Par exemple, on peut très bien dire, pour tous les actes dont l'engagement financier n'excède pas un certain montant, les personnes peuvent agir seules. Mais dès l'instant où
on va dépasser certains montants que l'on fixe en fonction de l'état du patrimoine, des besoins de la personne. Il faut alors obligatoirement avoir 2 ou 3 signatures pour forcer en fait une discussion à l'intérieur de la famille ou entre les mandataires, sachant que quand on est mandataire d'une personne à protéger, on n'agit pas en fonction de ses propres intérêts, mais on agit toujours en fonction de l'intérêt de la personne à protéger. Je trouve que quand on peut mettre en place d'autres solutions pour gérer les biens de la personne et lui laisser la possibilité d'être pleinement elle-même, d'aller voter, d'aller faire ses courses, d'avoir son compte en banque, de décider pour elle-même, c'est quand même nettement plus respectueux des droits de la personne que de la mettre d'office sous administration de biens. Et si la loi aujourd'hui est nettement meilleure que la précédente, l'application que les juges de paix en font est quand même très automatique dans la réduction des droits des personnes. On peut décider qu'on met les biens de la personne dans une fondation, elle soit privée ou publique. L'exemple que je connais le mieux, c'est la Fondation Portrait, où on peut créer un fonds nominatif où on met les biens de la personne à l'abri de toute manipulation, mais elle garde complètement l'usage de ses biens et ça permet de ne pas ajouter les revenus de ses biens à ses revenus ordinaires pour respecter la règle sur la réduction des allocations de remplacement de revenus. Ils peuvent toujours savoir que s'ils sentent qu'il y a une perte de contrôle de la personne fragilisée, de contrôle dans le sens où elle peut être très mal influencée par une tierce personne, etc., elles ont un recours tout à fait possible et rapide à la mise sous administration qui va venir vraiment arrêter le processus qui pourrait être en cours d'appauvrissement, etc., et même remise en question éventuellement d'actes posés par la personne fragilisée, même pour une période assez proche à la mise sous administration. Donc il peut y avoir un certain effet rétroactif. Et donc ça, je pense que ça peut être rassurant. Il arrive, même si l'administrateur n'a pas démérité, qu'il y a une certaine incompatibilité entre l'administrateur et la personne protégée. Cela ne sert à rien, à mon avis, de vouloir maintenir le même administrateur. Il faut changer, effectivement donner une autre perspective à la personne protégée. Une chose auquel on est confronté aussi dans l'administration de biens et de la personne, c'est la fatigue de l'administrateur qui, au bout d'un certain temps, n'y arrive plus. Il n'y arrive plus pourquoi? Soit parce qu'il a trop de travail, soit parce qu'il y a des conflits familiaux, soit aussi parce qu'il y a l'âge. On voit énormément de personnes qui se sont retrouvées donc avec un enfant handicapé et qui, aux 18 ans de l'enfant, ont pris le rôle de l'administrateur. Et puis, à 85 ans, oui, on commence à être un petit peu fatigué. On a aussi envie de prendre sa retraite d'administrateur, de pouvoir lever le pied. On peut toujours aller trouver le juge de paix en disant, voilà, monsieur le juge, madame le juge, aujourd'hui ça devient difficile, je veux mener ma mission à bien et je voudrais être remplacé. Ce n'est en rien un constat d'échec, c'est toujours agir pour le bien de la personne que l'on protège. Et ça, c'est vraiment positif. Ça aide beaucoup d'avoir un administrateur avant le départ, en tout cas des parents, parce que ça permet d'avoir vraiment quelque chose sur quoi se reposer, en fait. Donc la personne ne se sent pas alors vraiment dans le flou et dans de l'insécurité qui est quand même difficile à vivre. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de mettre ça en place, en tout cas avant le départ des parents, tout comme tout le réseau accompagnant de la personne.